Bonjour. Pour ceux qui n'ont pas encore assisté à des présentations à Enertime, je m'appelle Gilles David, je suis le PDG d'Enertime et je vous souhaite la bienvenue et je vous souhaite une excellente année 2024 puisque nous sommes en janvier et donc nous avons encore le droit de nous souhaiter la bonne année. Enertime. Donc je vais, au cours de ce webinaire, répondre à vos questions si vous en avez et évoquer un certain nombre de sujets que j'ai listés dans ce sommaire, incluant un sujet sur le financement d'Enertime qui est un sujet qui est important pour mes actionnaires et pour Enertime bien sûr, pour nos actionnaires et sur lequel je ferai une communication la plus détaillée, la plus claire possible. Enertime. Donc, Enertime, c'est un fabricant de turbomachines pour l'efficacité énergétique, basé à Courbevoie, à côté de la Défense, à Paris, et dont la vocation est de fabriquer en France et d'exporter dans le monde entier des machines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, Enertime est probablement le ou un des rares fabricants de turbomachines industrielles en France. Quand on dit industriel, ce sont des turbomachines sur des gammes de typiquement 1 MW jusqu'à 10-15 MW. Quand on parle de turbomachines, on parle de turbines, mais aussi de compresseurs. Aujourd'hui, Enertime a deux modèles. Un modèle classique, qui consiste à vendre des machines ou des systèmes incluant nos machines, en clé en main en général, mais parfois aussi simplement la turbine vendue à un partenaire local qui lui-même va fabriquer la machine autour de la turbine ou du compresseur, et dont l'objet de ces machines est essentiellement ce qu'on appelle des ORC aujourd'hui, puisque c'est la principale ligne de produits, des ORC qui permettent de transformer de la chaleur perdue, ou de la chaleur géothermique, ou de la chaleur produite avec de la biomasse, en électricité. Depuis 2020, Enertime a créé un deuxième mode d'approche du marché, ou un mode de vente de nos machines, en créant une filiale qu'on appelle une société de services énergétiques, dont le but est de financer nos machines en les mettant dans les usines de nos clients et en les exploitant pendant 10 à 15 ans pour fournir à l'usine où nous installons de l'électricité et donc de réduire la facture énergétique de l'usine vis-à-vis du réseau électrique. Alors aujourd'hui, et je pense que c'est la question fondamentale d'acteurs comme les nôtres, c'est quelle est notre perspective, quel est notre chiffre d'affaires, quelles sont nos commandes et quel est le pipeline de nos projets. Aujourd'hui, et on verra ça un peu plus tard, nous avons signé en 2023 pour 14 millions de contrats de réalisation d'ORC et de pompes à chaleur, que ce soit des contrats commerciaux ou des contrats qui sont quasiment des contrats commerciaux, mais qui, eux, sont financés par l'Europe. Le pipeline, et on en parlera après, c'est les projets qui ne sont pas signés, mais sur lesquels la société s'appuie pour prédire le futur du développement de son chiffre d'affaires. Le pipeline, lui, on va le voir un peu plus tard, représente de l'ordre de 90 millions d'euros. Donc aujourd'hui, Enertime, en matière d'innovation, est probablement une des sociétés les mieux financées dans notre domaine par l'Europe, puisque nous avons 4 projets de R&D entièrement financés, dont 12 millions apportés par l'Europe et le solde étant apporté ou par l'industriel qui reçoit la machine, ou financé dans le cadre des financements type crédit impôt recherche, puisque ce sont des projets très innovants
et sur lequel nous pouvons justifier des dépenses de R&D et donc obtenir du crédit d'impôt en recherche, en déduisant bien sûr les subventions européennes. Aujourd'hui, l'organisation, c'est de l'ordre de 60 personnes. Alors, quand je dis 60, c'est peut-être 62, ou enfin, on recrute depuis maintenant 1 an et demi assez fortement pour monter en puissance et poursuivre tous les projets que nous avons à suivre. Nous avons un plan de développement dont on pourra reparler, et je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions à ce sujet pour montrer que nous diversifions l'offre d'Enertime, c'est-à-dire que nous ne faisons pas que des ERC, mais nous allons vers les pompes à chaleur, les turbines de détente de gaz et les équipements que nous développons pour la société Stolec pour le stockage de l'électricité. Aujourd'hui, nous travaillons dans un certain nombre de pays. Nous avons vocation à élargir le nombre de pays où nous travaillons, mais aujourd'hui, nous sommes une société déjà très internationale et qui n'a pas de mal à aller à l'international. Et puis, aujourd'hui, Enertime, c'est une PME. Enertime doit devenir une ETI. C'est une obligation si Enertime veut survivre dans un environnement mondial où la compétition que rencontre Enertime, ce sont essentiellement des très grands groupes. Il est indispensable qu'Enertime se renforce et en particulier devienne mieux financée, plus grosse, plus profitable, bien sûr. Donc, aujourd'hui, en matière de chiffres, Enertime a 20 machines installées ou en construction, dont je crois de l'ordre de 7 en construction. Pour donner une idée de l'accélération de la société, on est en train de construire 30% de toutes les machines qu'on a construites depuis l'origine de la société. Et c'est une société très innovante, mais qui ne dépose pas des brevets inutilement, mais qui a des brevets pour défendre toute sa propriété intellectuelle, qui est une propriété intellectuelle 100% interne. Nous dépendons de personne pour nos brevets et notre propriété intellectuelle. Nos clients, ce sont des industriels majeurs dans le verre, dans le ciment, dans le traitement des déchets, dans l'acier. Et vous avez là un exemple de quelques-unes des sociétés avec lesquelles nous travaillons. On pourrait rajouter très récemment ArcelorMittal, avec lequel nous venons de signer un contrat en grande partie financé par l'Europe pour un projet en Belgique, ou des sociétés qui sont en devenir, mais qui devraient assez vite rentrer dans nos listes de clients. Rayonnement international, aujourd'hui nous sommes beaucoup en Asie. J'ai personnellement beaucoup travaillé en Asie dans le passé, donc j'ai une certaine appétence pour ces marchés et une compréhension, bien sûr. Nous travaillons aussi en Afrique du Sud, qui est un pays intéressant, et nous travaillons en Amérique du Nord, au Mexique. Alors, le moment est bien choisi puisque vient de sortir 2 études que vous pouvez consulter sur l'internet, des études américaines, en tout cas internationales dans les 2 cas, qui permettent de bien identifier qu'Enertime se trouve dans les technologies qui vont faire la différence en matière de décarbonation. Donc, McKinsey d'un côté, qui analyse qu'il y a 3100 TWh d'énergie fatale à récupérer, ce qui fait beaucoup d'énergie, et donc sur différentes solutions, dont les solutions de transformation de la chaleur en électricité ou de la chaleur en chaleur. Donc, d'un côté les ERC, de l'autre les pompes à chaleur. Et puis le MIT qui vient de sortir les 10 technologies de rupture de 2024, où on trouve les pompes à chaleur et ce qu'on appelle l'EGS, ou Enhanced Geothermal System, qui est en fait une autre façon de parler de la géothermie profonde
innovantes. Et la géothermie profonde, ça veut dire en général des ORC, puisque dans la majorité des cas, ce que ces projets Alliance Geothermal System récupèrent, ce sont des eaux très chaudes liées à des ressources souterraines chaudes qu'on va chercher très profond et qu'on permet de faire remonter via toute une série de technologies d'injection d'eau, d'injection de CO2, etc. Donc aujourd'hui, alors Enertime a presque 16 ans d'âge et ce qu'il faut dire, c'est que nous avons été pionniers longtemps et je suis heureux d'avoir démarré la société à un moment donné où personne n'y croyait et d'arriver aujourd'hui dans un monde qui explique que nos technologies sont des technologies stratégiques pour le futur de la décarbonation de l'industrie et pour la production d'énergie renouvelable. Donc, à l'échelle de la finance, 15 ans, c'est énorme, je le reconnais. Mais à l'échelle de l'industrie ou à l'échelle de la science, 15 ans, c'est court. Donc aujourd'hui, Enertime est positionné pour devenir un de ces acteurs majeurs de la décarbonation. Et puis, j'en profite parce que l'annonce a été faite aujourd'hui et que donc, bon, vous n'avez pas la primeur parce que si vous avez regardé sur les réseaux sociaux, ça a été annoncé il y a quelques heures, mais nous avons été sélectionnés en tant qu'Enertime et en tant que partenaire de Stolect pour apporter des solutions de décarbonation aux infrastructures sportives de l'Île-de-France. Et cette sélection est extrêmement importante pour nous. L'Île-de-France est un marché énorme. C'est aussi une région où, quand vous êtes dans l'industrie, vous vous sentez parfois un petit peu seul et assez peu soutenu. Eh bien, l'Île-de-France est en train maintenant de changer la donne. Et aujourd'hui, nous sommes extrêmement fiers et extrêmement contents d'avoir été sélectionnés par la région pour s'intéresser d'abord aux infrastructures sportives. Et bien sûr, c'est un peu lié aux Jeux Olympiques. Nous ne seront pas capables de faire grand-chose pour les installations olympiques avant les Jeux Olympiques, mais très certainement, après, il y a un énorme travail à faire pour déployer des technologies que nous allons mettre en œuvre en Île-de-France et que nous vendrons ensuite dans le reste du monde. Alors, nos technologies, alors l'histoire du développement technologique d'Enertime, et je suis tout à fait candide et je pense honnête en le disant, nous nous sommes intéressés aux pompes à chaleur assez tôt dans l'histoire de la société, bien plus tôt que le marché, que le fait le marché aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé aux pompes à chaleur dans les années 2015 à peu près. On s'y est intéressé parce qu'on avait bien identifié que dans un pays où l'électricité était pas chère et produite en grande quantité par des centrales nucléaires, les ERC, c'était plus difficile de convaincre que les ERC avaient un marché. Et donc à cette époque-là, on a commencé à s'intéresser aux pompes à chaleur en se disant les ERC et les pompes à chaleur, ce sont des technologies très proches l'une de l'autre. Il est temps d'essayer de développer aussi des pompes à chaleur, car en France, les pompes à chaleur, un pays où l'électricité est traditionnellement pas chère, les pompes à chaleur ont énormément de sens. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que quand l'électricité est pas chère, ce sont plutôt les pompes à chaleur qui ont un intérêt, et quand l'électricité est chère, ce sont plutôt les ERC. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet, en fait, d'appuyer notre offre sur des solutions qui sont complémentaires technologiquement et complémentaires en matière de marché. Après, il y a le cas dans lequel le CO2 a un prix élevé. Quand le CO2 a un prix élevé, en général, que l'électricité soit chère ou pas chère, nos équipements sont intéressants. Donc,
on reprend ce double modèle d'affaires. En fait, l'industrie intensive en énergie ou énergo-intensive a un grand potentiel de récupération de chaleur. Pourquoi? Parce qu'en général, ce sont des procédés qui nécessitent de chauffer à très haute température, mais la température, le matériau, une fois produit ou chauffé, la température fatale, ou enfin la température restante, ou la chaleur fatale, n'a pas grand intérêt pour l'industriel. Et donc, il y a en général dans les fumées, les cheminées de ces industriels, d'énormes quantités de chaleur qui sont perdues. Et donc, il y a un gros potentiel. En même temps, ce sont des industriels qui payent, qui ont besoin de beaucoup de chaleur et ou d'électricité, et en particulier d'électricité sans CO2. À ce propos, les ORC, et là-dessus, les calculs peuvent être fournis aux économistes intéressés, les ORC, c'est probablement aujourd'hui la source d'énergie non intermittente sans CO2 qui a le LCOE, donc le coût le plus bas, y compris vis-à-vis du nucléaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le LCOE des ORC, c'est de l'ordre de 50 € du mégawattheure. Le nucléaire, on est à 60 ou 70 €. Alors attention, le LCOE, ça n'est pas le prix de vente d'énergie circulaire aux industriels ou des sociétés de projet que développe l'énergie circulaire aux industriels. C'est une manière pour une utilité de juger de la compétitivité des différentes solutions qu'on lui apporte. Donc, 3 technologies correspondant à la transformation en électricité ou en chaleur de la chaleur fatale, la transformation en vapeur à haute température de la chaleur fatale, ou la production d'électricité par conversion de l'énergie de détente, et de froid également, puisque la détente de gaz produit du froid. Donc, les revenus que nous tirons de cette activité sont un peu d'études, essentiellement des ventes de machines ou installations de systèmes, et des frais liés au SAV et à l'exploitation. Enfin, plutôt à la maintenance des équipements, puisqu'en général, quand on vend une machine, on ne l'exploite pas, c'est le client final qui l'exploite. Et puis donc le modèle ESCO qui reprend les 3 fondamentaux, lourde facture carbone, fort besoin en chaleur, en électricité sans CO2 et grand potentiel, en y ajoutant 2 qui sont capacité d'investissement initial limitée. Les industriels ne souhaitent pas mettre leur capital dans des projets ORC, et finalement un problème vis-à-vis de leur bilan, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas charger leur bilan avec des investissements qui ne sont pas cœur de métier. Donc aujourd'hui, Enertime travaille avec sa filiale énergie circulaire et avec l'aide d'Emeter, qui est un fonds d'investissement porté par Demeter, qui est un fonds infrastructure, et Unifergie, qui est une filiale du Crédit Agricole, pour financer les sociétés de projet qui, elles, vont acheter nos machines, qui vont acheter les machines à Enertime, ou les systèmes à Enertime, et vont produire de l'électricité pour alimenter l'industrie. Donc, la génération de revenus est un peu différente au niveau d'énergie circulaire, mais pour Enertime, que ce soit vendre à une SPV ou vendre à un client industriel, c'est la même chose. Aussi, juste pour rappeler le timing de ces développements, le closing financier de notre première SPV a eu lieu en fin d'année dernière. C'est-à-dire que le montage de l'opération, la signature avec le client industriel, la purge de tous les recours pour les permis de construire nécessite du temps, et ce temps a été relativement long, mais difficile à comprimer. Les prochaines opérations devraient aller beaucoup plus vite et seront beaucoup plus faciles, puisque nous avons maintenant défriché le modèle. Alors, la performance 2023, nous
nous n'avons pas aujourd'hui, je ne peux pas aujourd'hui vous parler des chiffres de toute l'année, car nous travaillons sur ce qu'on appelle le chiffre d'affaires à l'avancement, qui nécessite un traitement assez complexe et détaillé de l'évolution, enfin, de la manière avec laquelle nos affaires se déroulent. Et il est très difficile de sortir des chiffres sur lesquels on puisse un peu s'appuyer avant mi-février. Donc, pour l'instant, je n'en parlerai pas, je parlerai de S1. Donc, les revenus de S1, premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, on voit donc une multiplication par plus de 2 du chiffre d'affaires, enfin, du produit d'exploitation entre 2022 et 2023. Sachant que le deuxième semestre, pardon, est traditionnellement chez Enertime, en général, un peu en retrait par rapport au premier semestre. C'est-à-dire si, typiquement, nous faisons 100 de chiffre d'affaires au premier semestre, nous faisons plutôt 50 au deuxième semestre. C'est-à-dire, il y a en général, pour des raisons que je n'explique pas totalement, le premier semestre est plus performant que le second. Après, comment se décompose cette augmentation du chiffre d'affaires entre 2022 et 2023? C'est essentiellement la vente de machines et un peu de projets européens. Aujourd'hui, les projets européens de 2022 S1 sont à peu près équivalents à 2023 S1. Par contre, je pense que le deuxième semestre sera plus générateur d'activité. Et après, la répartition entre la France, l'Europe et le reste du monde, vous avez à peu près 40% entre la France et l'Europe et un petit 20% pour le reste du monde. Quelques nouvelles, donc accélération des projets d'Hexagon et Push to It, ça on le verra, mais c'est surtout au deuxième semestre. Lancement d'une activité de maintenance, rénovation de turbines à vapeur qui est basée en Vendée. On a déjà communiqué sur ce sujet-là. On n'exclut pas, pour faciliter le développement de cette filiale, enfin de cette activité, de la filialiser, pour lui donner les moyens de s'implanter dans un territoire, de se faire aider par la région Vendée et de travailler de manière un peu plus libre avec des clients qui peuvent très bien ne pas être des clients d'Enertime, en particulier toutes les sociétés qui exploitent des turbines à vapeur. Le seuil de rentabilité pour cette activité devrait être atteint en fin d'année 2024. Les contrats, donc la mise en service de la turbine de 2,5 MW à Villiers-le-Bel, c'est en cours. Et la mise en service de l'ORC à Saint-Ouen, c'est en cours. Par ailleurs, donc, la signature du financement de 21 millions d'euros avec Demeter et le premier contrat avec Verallia. Et puis, une commande qui est particulièrement significative pour nous, c'est la commande pour l'incinérateur ou l'UVE de Carrières-sur-Seine, une machine de 1,4 MW. Donc, augmentation forte du produit d'exploitation avec un second semestre qui sera statistiquement en retrait par rapport au premier semestre. Alors, le carnet de commandes. Le carnet de commandes, aujourd'hui, à 31 décembre 2023, le carnet de commandes d'Enertime est de 12 millions d'euros, dont nous estimons qu'environ 60% devraient être reconnus en chiffre d'affaires en 2024. Nous avons par ailleurs de l'ordre de 11 millions d'euros de subventions européennes. Alors les projets faisant 14 ou 15 millions, je n'ai mis que la partie subvention parce que la partie paiement par le client final ne se réalise qu'à la fin et le CIR, c'est quelque chose de diffus. Sur ces 11 millions, on estime qu'il y en aura à peu près 15% qui seront reconnus en 2024. Donc, on peut déjà
évaluer le chiffre d'affaires potentiel sur 2024 et je pense qu'il n'y a pas de secret, on vise de l'ordre de 10 millions d'euros, c'est-à-dire un chiffre d'affaires en accélération 2022-2023 et 2023-2024. Le pipeline, c'est-à-dire la partie, je dirais, non signée des commandes potentielles et des projets en discussion. Nous avons toujours ces 3 projets ADEME dont nous avons été obligés de réévaluer les coûts, puisque l'inflation est passée par là. Et donc, aujourd'hui, les coûts ont significativement augmenté pour ces 3 projets. Et puis, 2 nouveaux projets que nous devrions déposer à l'ADEME, aux appels à projets de l'ADEME en 2024, un pour une cimenterie, l'autre pour un four de ferro-silice. Et puis, il y a un certain nombre de projets qui ont de bonnes chances de se réaliser en 2024 et donc on a mis dans le pipeline. Il y a en gros au moins une unité de valorisation énergétique, enfin un incinérateur, le contrat Stolec sur lequel on compte au final, on espère bien, touchons du bois, que Stolec trouvera ses financements et d'ailleurs ils viennent d'être sélectionnés par l'Île-de-France, donc je pense que ça ne fera que les aider. Et puis, une aciérie en Asie du Sud-Est et une aciérie en Asie, et puis quelques autres petits projets. Donc aujourd'hui, l'objectif sur 2024, c'est de rajouter 15 à 20 millions d'euros de commandes sur 2024. Par des petites affaires, plus petites affaires en dehors des projets ADEME et par au moins un projet ADEME, si ce n'est deux. Je pense qu'un projet ADEME serait raisonnable, lequel reste à voir, sachant que ces projets-là ne sont pas morts et que si nous n'en faisons qu'un sur les 3, les 2 autres suivront. Et puis les 2 nouveaux projets que nous allons déposer en 2024, ce sera pour 2025. Alors, je crois que c'est important de mettre en avant ce projet de Carrières-sur-Seine. Ce projet est très similaire au projet que nous avons signé en 2016 pour l'incinérateur de Caen. Le client était à l'époque Suez, aujourd'hui c'est Suez Environnement. Et donc, ce sont des projets très intéressants parce que ces ERC sont installés en parallèle de réseaux de chaleur et donc produisent de l'énergie quand le réseau de chaleur n'a pas besoin de chaleur ou quand le prix de l'électricité flambe, comme en 2021 et partie de 2022, et où l'opérateur du réseau de chaleur décide de privilégier la production d'électricité par rapport à la production de chaleur. Et donc, je pense que obtenir une seconde commande du même client est une preuve de maturité et nous sommes très fiers et très heureux que Suez nous donne cette preuve, qui n'était pas... enfin, c'est la première fois qu'un client nous repasse une commande pour la même technologie. Il y en aura d'autres, j'en suis certain. Nous négocions déjà d'autres contrats de ce type. Donc après, pour reprendre, donc comment nous voyons 2024, donc ces projets ADEME, il y en a pour 39 millions d'euros de commandes potentielles. Les projets internationaux de l'ordre de 4 millions d'euros de commandes potentielles et des projets en France pour de l'ordre de 10 millions d'euros. Et puis les projets de pompe à chaleur. Donc au total, alors 39 plus 4 plus 10, ça fait beaucoup plus, ça fait 53, ça fait beaucoup plus que les 15-20 millions que nous visons. C'est normal, certains de ces projets ne se feront pas, certains de ces projets se feront l'année prochaine. Il y a toujours une perte en ligne et là-dessus, on est forcé d'essayer de travailler sur des projets sérieux et une valeur statistique pour essayer
d'évaluer à quel niveau de chiffre d'affaires on va se retrouver, ou de prise de commande on va se retrouver cette année, et donc de chiffre d'affaires l'année prochaine. On note aussi les pompes à chaleur. On a annoncé très récemment donc, cette deuxième commande de pompes à chaleur, cette fois-ci pour une aciérie d'ArcelorMittal en Belgique. L'objectif est de signer au moins un contrat pompe à chaleur cette année. C'est un objectif un peu ambitieux, parce que les pompes à chaleur industrielles aujourd'hui, c'est quelque chose de très innovant, et donc les industriels sont encore un peu hésitants, mais on a énormément d'intérêt, de preuves d'intérêt des industriels, et je pense que au regard des deux succès que nous avons eus avec l'Europe, nous pouvons maintenant montrer à nos clients que nous maîtrisons le sujet. Et d'ailleurs, si l'Île-de-France vient de nous sélectionner pour la décarbonation des installations sportives, c'est très clairement parce que, et je crois qu'on était 40 à soumissionner, c'est qu'Enertime a des solutions industrielles dans le domaine des pompes à chaleur haute température qui sont totalement uniques. Il faut savoir que les pompes à chaleur industrielles, c'est-à-dire les pompes à chaleur qui produisent de la chaleur au-delà de 100 degrés, c'est un marché qui n'existait pas il y a encore 2 ou 3 ans. À l'époque, le gaz était très bon marché et l'électricité relativement chère. Et donc, les industriels n'installaient pas des pompes à chaleur haute température pour remplacer leur chaudière au gaz. Donc, aujourd'hui, ce marché s'ouvre, mais des entreprises comme Enertime sont finalement beaucoup mieux placées que d'autres grâce à nos technologies ORC ou à ce que nous avons appris en construisant des ORC. Après, donc, projet à soumettre, c'est donc une cimenterie, une usine de ferrosilice aux appels à projets de l'UDEM. Et puis les mises en service. Donc, aujourd'hui, notre cible produit d'exploitation 2024, c'est 10 millions d'euros. Et incluant ou n'incluant pas le revenu récurrent lié à l'activité de maintenance qui devrait atteindre 1 million d'euros. Donc, on annoncera les résultats que je ne peux pas vous donner aujourd'hui, 2023, bientôt, mais 2024 devrait encore être un bond en avant pour multiplier le chiffre d'affaires par un coefficient non négligeable. Quatre projets donc européens, Push2Heat, Decagon, Efira, et le dernier, Hurricane, avec ArcelorMittal. En parallèle, j'ai passé personnellement beaucoup de temps à créer et à structurer une association qu'on appelle France Cleantech Industrie, dont le but est de parler au nom d'entreprises comme Enertime, mais pas seulement, des gens comme Stolect ou Enogia ou Ecotech Ceram et d'autres, pour défendre auprès de la DGEC, donc du ministère de l'Écologie et de l'Environnement, et du ministère de l'Industrie, la spécificité des startups industrielles des cleantech et les besoins qu'ont ces startups industrielles en matière de soutien pour réussir à percer sur le marché français et ensuite à vendre nos produits dans le monde entier. Donc, cette France Cleantech Industrie, c'est quelque chose de très important pour Enertime et pour toute la filière. Et je suis très content de voir que grâce à France Cleantech Industrie, nous sommes aujourd'hui traités comme des vrais interlocuteurs par la DGEC et la DGE, avec lesquels nous avons des rendez-vous fréquents. Et le comité stratégique de filière, qui est une organisation qui met ensemble tous les acteurs de la transition énergétique en groupe de travail pour discuter de comment améliorer les différentes filières. Le comité stratégique de filière Nouvelles Industries de l'énergie va créer un groupe de travail chaleur fatale, dont je pense que Enertime et d'autres sociétés comme Ecotech Ceram pourraient être un peu les animateurs pour débattre avec tous les acteurs existants en France du sujet de la chaleur fatale et de voir comment on peut simplement accélérer ce domaine, accélérer ces sociétés et faire de la chaleur fatale un des sujets où la France a une longueur d'avance sur le reste du monde.
l'export se gagne dans son pays. Il se gagne avec des lois et des réglementations qui ne vous défavorisent pas et qui permettent à vos technologies d'avancer vite et bien. Et c'est ce qu'il est en train de se passer avec la chaleur fatale et les technologies de France Cleantech Industries, ou certaines technologies de France Cleantech Industries, et en particulier celles que porte Enertech. Alors, les BSA et les OBSA que nous avons émis en septembre 2023. Il y avait dans les documents que nous avons transmis à l'époque et qui sont publics et que tout le monde peut consulter et qui sont toujours sur notre site, il y avait les conditions particulières des BSA attachées à ces obligations. Dans les clauses de ces BSA, il y avait deux clauses qui permettaient aux détenteurs de BSA de voir ces BSA réévalués en fonction d'un certain nombre d'événements. Un de ces événements, et c'est ce qu'on appelle une clause de ratchet, un de ces événements était une augmentation de capital réalisée par Enertime à un cours inférieur au cours prévu pour déclencher ces BSA, ou le STRAC de ces BSA. Cette augmentation de capital, elle a eu lieu à cause des œufs d'Irnan. Alors, je vais être très franc avec vous, je ne suis pas du tout à la manœuvre sur cette opération-là. Nous avions absolument besoin des œufs d'Irnan parce que nous avions des besoins de développement et de croissance de la société qui nous imposaient d'utiliser les œufs d'Irnan parce que c'était le véhicule que nous avions à l'époque et c'était le seul qu'on pouvait utiliser. Et donc, du fait de l'utilisation de ces œufs d'Irnan, il y a eu un certain nombre de conversions qui ont eu lieu, les conversions de ces œufs d'Irnan à 0,34. À partir du moment où les actions ont été émises à ce taux-là, la clause de ratchet sur les BSA, qui n'avait rien à voir avec ces œufs d'Irnan, a automatiquement donné aux investisseurs qui possédaient ces BSA la même parité. Et donc, vous pouvez relire les documents, et ce document-là, il est disponible, vous pouvez récupérer le PowerPoint sur Internet et vous pourrez revoir ma présentation. Comment dire, j'aurais préféré effectivement que cette clause ne s'applique pas, ou si elle s'appliquait, que la valeur de conversion ne se fasse pas à 0,34. Bon. Au final, ça s'est passé comme ça, le cours il est remonté, il y a des BSA qui ont été mis à cette valeur-là. Il récompense les actionnaires ou les investisseurs qui ont accepté d'apporter leur argent pour acheter des obligations simples. Je pense que quelque part, c'est ni bien ni mauvais, et je ne vois pas en quoi la société a commis quelque chose de répréhensible, ni même moi ou la société a commis quelque chose de répréhensible. Et je vous confirme, je n'ai jamais été contacté par l'AMF et je ne vois pas pourquoi je le serais. Mais regardez ces documents-là, lisez-les à tête reposée et revenez nous voir et communiquons via contact@enertime.com. Mais je ne suis pas, responsable de ce prix de 0,34. J'aurais préféré ne pas utiliser les œufs d'Irnan et qu'on n'en arrive pas à 0,34. C'est arrivé comme ça. Je suis obligé d'appliquer les règles. Moi-même et les employés d'Enertime n'ont que très peu de BSA. Je ne les ai de toute façon pas utilisés pour l'instant pour réserver mon argent à des investissements futurs. Voilà, je pense qu'il n'est pas exclu qu'on refasse ce genre d'opération et à ce moment-là, vous aurez le loisir de participer aussi. Enertime est clairement à une valeur qui aujourd'hui est sous-évaluée par rapport à sa vraie valeur.
je ne suis pas à la manœuvre et j'en suis le premier désolé. Si l'action d'Enertime valait 10 fois plus ou 20 fois plus, ça serait beaucoup mieux pour moi. Et ça serait beaucoup mieux pour la société. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je ne peux que le regretter. Mais ne cherchez pas quelque chose qui n'existe pas. Alors, parlons du financement de la société. Donc, nous sommes dans une phase de forte croissance sur des marchés qui sont très porteurs. Le modèle ESCO as a Service qui est associé à une offre clé en main va nous permettre d'atteindre rapidement un point d'équilibre. Le point d'équilibre, nous l'atteindrons quand nous ferons le chiffre d'affaires qui va bien. C'est pas, ça ne viendra pas des efforts qu'on pourrait faire à vendre plus cher nos machines. Nous vendons nos machines au prix le prix de nos machines est commandé par le prix de l'électricité. Alors, ce prix a augmenté, mais nous commencerons à vraiment bien gagner notre vie quand nous aurons un certain volume. Et ce volume, il est là, il est à notre portée, il n'est pas loin. Encore un peu d'effort et on y arrive. Donc, le message, c'est nous devons maintenant nous concentrer pour signer ces gros contrats, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter les marges, bien sûr. Et plus nous aurons d'affaires, plus ces affaires seront profitables. Nous avons décidé d'arrêter les Odiernane, qui est effectivement une drogue et un poison, mais en même temps, les Odiernane me permettaient d'être rassuré sur le fait que s'il y avait des besoins, je pouvais toujours les utiliser. Je les ai utilisés avec grande parcimonie et je pense qu'aujourd'hui, nous n'en avons plus besoin. Je ne pense pas que notre utilisation des Odiernane a été contraire à l'intérêt de nos actionnaires et je continue à penser qu'à un certain moment, c'était indispensable d'avoir ce genre d'outil. Maintenant, nous avons besoin aujourd'hui de capital et d'accès à de la dette. Et donc, ces besoins, nous avons besoin de renforcer ce capital, de trouver des actionnaires, de nous adosser à un investisseur majeur ou à des fonds d'investissement. Et ce besoin, il est encore là et il n'est pas, nous ne cherchons pas forcément un investisseur des gros montants, nous cherchons simplement à nous adosser à un investisseur de référence. Et donc, ce message-là, je vous l'avais déjà passé plusieurs fois et je continue à le passer. Nous allons trouver quelque chose qui sera favorable pour nos actionnaires existants et favorable pour la société. Un petit mot sur un projet sur lequel je n'ai pas beaucoup communiqué pendant quelques temps, car nous avions finalement beaucoup de travail sur les sujets ORC, pompe à chaleur, et je ne souhaitais pas non plus que mes équipes passent trop de temps sur des projets qui ne sont pas qui sont pas stratégiques pour l'entreprise. Bon. Aujourd'hui, nous avons atteint un certain stade de développement de cette technologie de compresseur à très haute pression pour l'hydrogène. Dans ce contexte, je souhaite vous annoncer que cette technologie est très intéressante et je pense extrêmement porteuse, mais elle correspond à un domaine qui est un peu différent de celui pour lequel Enertime s'est concentré. C'est-à-dire, c'est la réalisation de produits et non pas de systèmes pour des compresseurs volumétriques, alors que nos compresseurs, sinon, sont des compresseurs en turbomachine, enfin, centrifuge. Et donc, faire les compresseurs centrifuges et les compresseurs volumétriques, ça n'est pas la même technologie et ça nécessite d'autres compétences que nous n'avons pas totalement, ou en tout cas que nous ne souhaitons pas développer parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Nous allons donc chercher à travailler avec des partenaires spécialisés dans une société indépendante qui porterait la technologie et serait aussi incubée dans un environnement hydrogène. Je pense que l'hydrogène est une technologie intéressante. Je pense qu'elle est peut-être un peu moins porteuse que ce qu'on peut dire, mais à terme, elle atteindra ses objectifs.
et elle les atteindra en particulier si l'hydrogène peut être facilement stocké partout où il est produit. Et donc, nous pensons que ces technologies sont particulièrement intéressantes. Les technologies de compression à très haute pression sont particulièrement intéressantes, en particulier pour la mobilité. Alors, je voulais aussi vous rappeler quelque chose sur l'historique de la société. J'ai créé Enertime en 2008. Nous sommes partis de la feuille blanche. Je sais, c'est peut-être un tort. Nous aurions dû être une spin-off d'un laboratoire de recherche avec déjà des brevets, des technologies, ou peut-être quitter une entreprise existante avec une technologie et devenir et arriver sur le marché avec déjà tout dans notre cartable pour réussir la société. Ça n'a pas été le cas, et je ne suis pas sûr d'ailleurs que nous aurions forcément réussi, ou mieux réussi, ou réussi plus vite. Beaucoup de technologies qui sont magnifiques dans les laboratoires ne donnent pas grand-chose une fois que vous essayez de les commercialiser. Donc, nous sommes partis de la feuille blanche et avons développé la technologie des ORC, puis la technologie des pompes à chaleur. Et puis, en fait, nos machines ORC ont obtenu les premières subventions, ou les subventions dont nous avions besoin pour les installer dans les usines énergo-intensives en 2019. C'est-à-dire que la société de 2008 à 2019 a dû vivre un peu d'expédient et d'export pour développer sa technologie, en dehors d'un tout petit marché qui était celui des incinérateurs. Donc, depuis 2019, septembre 2019, et l'attribution de C2E aux usines énergo-intensives, nous pouvons maintenant trouver des aides pour financer nos machines. Nos machines ont besoin d'aide pour être financées dans des pays comme la France, où l'électricité est très bon marché, où le coût d'installation est élevé et où nous ne bénéficions ni de tarifs long terme, ni d'aides autres que des subventions à l'investissement. Et donc, aujourd'hui, notre technologie est très compétitive, mais pour être compétitive quand vous avez une centrale neuve, qu'elle soit nucléaire ou hydroélectrique, eh bien, il faut ou que vous ayez des subventions pour arriver à vendre votre électricité au prix des centrales anciennes, ou alors il faut que vous soyez un électricien qui est capable de vendre en même temps de l'électricité de centrales neuves, comme Flamanville, à 120 ou 150 euros du mégawattheure, et de l'électricité de centrales nucléaires anciennes à 60 euros du mégawattheure. Nous n'avons pas cette possibilité-là. Donc c'est pour ça que même si nos technologies sont très performantes, nous avons besoin de ces subventions. Ces subventions, nous les avons depuis 2019. Nous avons créé, pour ça, en 2020, énergie circulaire. Et depuis, nous avançons, et nous avançons vite et bien. Voilà. Donc, pour conclure sur ce sujet-là, et alors, deuxième sujet, les ORC et les pompes à chaleur, c'est un peu les mêmes technologies. Nous avons un avantage énorme par rapport à la concurrence, c'est que nous faisons des ORC depuis pratiquement 2012, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché des pompes à chaleur, nous avons de l'avance. Et cette avance, nous venons de le démontrer en signant un deuxième contrat, après celui dans une papeterie en Italie, c'est dans une aciérie en Belgique. Voilà, voilà, ma présentation s'arrête là. Les chiffres atterrissage 2023, vous l'aurez bientôt. Toutes nos équipes travaillent dessus d'arrache-pied. Maintenant, je vais essayer de répondre aux questions qui ont été posées pendant le webinaire en essayant de prendre par ordre temporel. Alors, est-ce que nous allons nous développer dans le domaine de la géothermie profonde? Oui, nous allons nous développer dans le domaine de la géothermie profonde. Nous avons aujourd'hui, alors sans dévoiler de secrets, bon, nous avons les projets au Mexique qui, pour l'instant, sont en discussion avec CFE, donc qui est l'EDF mexicaine. Pour l'instant, la visibilité n'est pas
c'est pas certain que ces projets se signeront cette année, mais ce sont des projets très intéressants, et en particulier la première phase de l'ordre de 15 millions est particulièrement intéressante car elle permet d'amener de l'électricité dans une région du Mexique qu'on appelle la California del Sur, la Bahia del Sur, c'est-à-dire le sud de la Californie, mais qui est au Mexique, un endroit qui est très isolé et où il y a de quoi mettre une centrale qui va pouvoir alimenter en électricité la région. Sinon, nous sommes actifs au Kenya, très actifs au Kenya. Nous travaillons avec un grand électricien français au Kenya sur des projets géothermiques pour la société qui exploite des centrales géothermiques au Kenya qui s'appelle KenGen. L'objectif, c'est de signer déjà dans un premier temps des contrats d'études avec KenGen et plus, bien sûr, derrière. Nous sommes aussi aux Philippines. Donc, je vais probablement faire une présentation lors d'un séminaire de la Banque asiatique de développement en juin pour en profiter pour échanger avec les acteurs de la géothermie aux Philippines, c'est-à-dire essentiellement deux grands groupes, un qu'on appelle EDC et l'autre qu'on appelle Aboitiz Power. Ces deux sociétés ont déjà de l'ordre de 500 MW ou plus de puissance installée et ont des plans de développement très significatifs. Donc la géothermie, oui. Et dernier sujet, nous discutons avec un certain nombre d'acteurs dans ce qu'on appelle l'EGS, donc l'Enhanced Geothermal System, qui vont avoir besoin d'ORC assez rapidement. Et donc ces gens-là discutent avec nous et j'exclus pas, peut-être aux États-Unis ou en Allemagne, nous ayons déjà des contrats assez rapidement. Le dernier pays où nous travaillons, c'est Taïwan, qui a un potentiel géothermique intéressant et sur lequel nous comptons. Alors, on ne peut pas récupérer la chaleur fatale des centrales nucléaires avec des ORC, parce que la chaleur fatale des centrales nucléaires est à 40-50 degrés. Les ORC ne fonctionnent pas correctement en dessous de 120 degrés, enfin disons en dessous de 100 degrés. Et dépendent aussi beaucoup de la différence entre la température de la source chaude et la source froide. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un terminal de regasification de gaz naturel, où le gaz va se regasifier aux alentours de moins 90 degrés ou moins 100 degrés, vous pouvez mettre un ORC entre 20 degrés à l'extérieur ou 10 degrés à l'extérieur, ou même 0 degré à l'extérieur, et les moins 90 degrés du gaz. Mais c'est un cas très particulier. Dans les centrales nucléaires, ça ne sera pas possible. Vous pouvez éventuellement mettre des cycles de Rankine supercritique au CO2 sur le bout des centrales des turbines Arabelle. Mais bon, je ne suis pas sûr, enfin, ça n'a pas un très grand intérêt par rapport au travail à faire. Alors, comment sont choisis les membres du conseil d'administration? Alors, les membres du conseil d'administration aujourd'hui sont choisis sur la base de leurs compétences. Aujourd'hui, le conseil d'administration représente, est formé de 4 personnes, 2 femmes, 2 hommes. Nous essayons d'être le plus proche possible de la parité. Dans ce cas-là, nous y sommes, sauf que bon, moi, je me rajoute en tant que président. Il y a un universitaire agrégé de mécanique, ancien directeur du CNRS. Il y a une spécialiste de l'hydrogène, il y a une spécialiste de l'administration et des ressources humaines, ingénieur, et il y a le patron d'une sorte de pôle de compétitivité ou disons association régionale pour le développement de la transition énergétique, et qui donc il y a une distribution assez intéressante de compétences. Ils ont une très grande assiduité, ils sont pratiquement en permanence dans tous les conseils d'administration que nous organisons. Alors, ne faut-il pas un représentant des petits actionnaires au conseil d'administration?
pourquoi pas, mais le problème, c'est que je ne sais pas comment le choisir. C'est-à-dire que pour que quelqu'un représente les petits actionnaires, il faut que les petits actionnaires donnent à cette personne un mandat. Et aujourd'hui, je ne sais pas faire. Alors, je suis prêt à réfléchir à ce sujet-là, mais je ne sais pas comment faire. Alors, est-ce que les membres du conseil d'administration étaient tous en accord sur les modalités de l'opération financière de septembre 2023? Oui, tout à fait. Oui. Alors, aucun, ni même moi, n'anticipait qu'il y allait y avoir une augmentation de capital à 0,34 le 5 décembre. Ça, je vous le confirme. Mais je pense que c'était pas, à l'époque, on n'avait pas envisagé ce cas-là, mais c'était un cas qui faisait partie des cas possibles. Et finalement, c'est surtout les gens qui possédaient les BSA qui sont venus me voir après en me disant, il faut appliquer. Alors, quand est-ce que je pense signer la seconde phase du projet Stolec? Ça dépendra de Stolec. C'est-à-dire qu'il faut que Stolec lève des fonds pour faire le pilote, et à ce moment-là, nous finalisons avec Stolec. Mais je pense que il y a un peu de, il y a un peu de difficulté en ce moment à trouver de l'argent sur le marché, mais avec la récente sélection de Stolec par l'Île-de-France, je pense que ça peut aller beaucoup plus vite. Quid de l'effondrement de la capitalisation d'Enertime et de son cours en bourse, en particulier les dilutions conséquentes des derniers mois qui ont été cachées aux petits actionnaires? Je ne pense pas avoir caché quoi que ce soit aux petits actionnaires. Je ne maîtrise pas les cours de bourse. Je suis moi-même actionnaire. Je pense que l'intérêt d'Enertime n'est pas du tout que l'action ne vale pas grand-chose, et mon intérêt, certainement pas. Moi, je suis prêt à recevoir toute personne qui souhaite enquêter sur ce qui aurait pu se passer. Il ne s'est absolument rien passé. Il s'est passé la vie des affaires, qui est que depuis un an, il y a sur le marché financier des difficultés à trouver de l'argent. Et je pense que tout le monde a bien compris qu'entre la Covid, où la majorité des sociétés communautés n'ont pas eu d'affaires, n'ont pas eu de contrat, plus l'augmentation des taux d'intérêt, plus toute une série de crises et de sociétés comme Siemens ou Alstom en difficulté, comment pouvez-vous penser qu'une société comme Enertime va réussir mieux que Siemens? En fait, on a réussi mieux, mais nous, on n'a pas le gouvernement allemand derrière nous. L'ORC de Saint-Ouen est opérationnel. Quelles sont les pistes de financement des activités dans les mois et les années à venir suite à l'arrêt des ordinateurs? Nous cherchons à faire des augmentations de capital transparentes, des augmentations de capital qui ne fonctionnent pas comme de l'equity funding, c'est-à-dire qui sont des augmentations de capital classiques. Alors, je ne sais pas quand ni comment, puisque ça dépend du marché, ça dépend de l'intérêt de certains investisseurs, mais ce sont des choses sur lesquelles je suis en train de travailler. Et je suis confiant que nous trouverons. J'essaye, et je pense qu'on va y arriver, trouver des choses moins dilutives que simplement des augmentations classiques de capital. Mais il y a aujourd'hui un appétit finalement assez faible du marché pour les entreprises en général. Qui sont les investisseurs porteurs de BSA, des individuels? C'est moi, c'est des employés d'Enertime, c'est des gens qui nous suivent depuis longtemps, qui ont accepté de mettre un peu d'argent pour aider Enertime à se financer. Je suis tout à fait intéressé à ce que mes actionnaires et moi-même puissions trouver ensemble des solutions qui aident Enertime à avancer. Il n'y avait rien d'organisé. Tous nos actionnaires pouvaient participer. Je pense que ce genre de mécanisme OPSA est effectivement un peu plus compliqué, mais c'est aussi peut-être un peu plus risqué que d'autres, ou peut-être pas. Je pense que nous pourrons refaire des OPSA dans les prochains mois et les prochaines années.
La parité des BSA est exactement la même. Elle est liée que depuis le 5 décembre. Elle n'a pas bougé depuis le 5 décembre. Elle est liée à l'augmentation de capital du 5 décembre. Il n'y a pas d'erreur qui était faite sur la dilution. Il y avait simplement un mécanisme qui permettait à des gens de se rassurer sur le fait que leurs intérêts étaient sauvegardés. Et donc, qui ont demandé à ce qu'il y ait cette clause de ratchet. Et mes actionnaires ne sont pas dilués 3,5 fois. Les actionnaires, ils sont dilués parce que, effectivement, j'ai été obligé de faire des augmentations de capital à ce niveau-là. Mais je vous rappelle que les ODIRNAN se sont faits à ce niveau-là aussi. Donc, s'il fallait choisir entre tirer 1 million d'euros d'ODIRNAN ou avoir 1 million d'euros d'OPSA avec des BSA ratchet, je pense que le choix, il est vite vu. Et je pense que j'ai fait le bon choix. J'ai fait ces OPSA en 2023 parce que je ne voulais pas tirer les ODIRNAN. Je répète, moi, je ne fais pas un, comment dire, c'est pas moi qui ai décidé de la décote. La décote, elle est venue de la chute tout à fait, comment dire, épisodique, hein, puisqu'après le cours il est remonté, mais ça a permis à ce moment-là à Yorkville de convertir. J'étais pas content de cette chute brutale. Mais je n'avais pas lié ça, enfin à l'époque, je ne voyais pas l'impact que ça aurait sur les BSA. Je n'étais pas content de cette chute qui m'a paru anormalement élevée, je vous l'accorde. Mais moi, je ne suis pas là pour comment dire, enquêter sur qui a vendu à ce moment-là, et je n'en sais rien, et moi, je n'ai pas vendu, et les gens qui ont pu avoir des informations de moi, ils étaient initiés et de toute façon, ils n'ont pas participé à ce genre de choses. Donc, je suis tout à fait désolé de cette baisse, mais cette baisse, elle n'est pas liée à un complot, elle est liée à une réalité qui est que la liquidité sur le marché était catastrophique à l'époque et que quand Yorkville a vendu quelques actions, ça a suffi à faire baisser. Alors, il y a sûrement des gens qui ont vendu un peu à la casse, mais ça, je ne peux pas gérer ça, je ne sais pas comment gérer ça, et j'ai aucune action sur ces gens. Mais, enfin, si vous voulez, moi, on peut en discuter longtemps, mais je n'ai pas de, comment dire, j'ai pas plus d'informations sur ce qui s'est passé, et je regrette de dire que c'est so be it. Pour l'instant, si vous n'avez pas vendu vos actions, les actions d'Enertime, effectivement, sont plus basses qu'avant, mais vous n'avez pas forcément perdu de la valeur. Il faut simplement croire en Airtime, et moi, je fais tout mon possible pour ce faire, pour que vous compreniez comment ça fonctionne, pour que vous compreniez aussi mes problèmes, et qu'ensemble, on essaye de monter Airtime là où il doit aller. Et le message aussi, il est de vous dire, nous allons probablement faire des augmentations de capital, nous donnons l'occasion aux actionnaires de se reluer. Je ne vous garantis rien parce que je ne sais pas garantir, je ne suis pas un surhomme et je ne sais pas comment tout ça va se passer. Ce que je sais, c'est que je crois à l'entreprise, je le prouve. On a montré que c'était une entreprise qui avait vraiment quelque chose à apporter, qui aujourd'hui est reconnue. Et donc, une entreprise qui est reconnue, c'est une entreprise qui va s'apprécier, qui va améliorer la situation de ses actionnaires. Maintenant, est-ce que c'est demain matin, dans 6 mois, dans 1 an? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas là et je ne lis pas dans la boule de cristal. Le compresseur volumétrique, non, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de synergie avec les développements sur les ORC. Non, c'est vraiment... en fait, la réalité, c'est qu'on a cherché à un moment donné à développer des compresseurs centrifuges pour comprimer l'hydrogène. Et on s'est aperçu que sur ce marché, on n'apportait pas grand-chose. Il y a eu un moment donné où il a fallu, comment dire,
choisir de laisser tomber ça et de regarder quels étaient les vrais besoins en matière de compression d'hydrogène. Et on est arrivé à la conclusion que c'était ce qu'on est en train de faire. Avez-vous une idée du montant potentiel? Montant potentiel, je ne sais pas exactement. Je ne sais pas comment vous dire. Ce que veut dire. Qu'est-ce que vous entendez par montant potentiel? Cherchez-vous à développer une centrale géothermique qui a plusieurs ORC en France. La France est un mauvais pays pour les ORC. Pourquoi? Parce que la France est un pays où il y a peu de tremblements de terre, encore qu'il y en a un petit peu en Alsace et dans certaines régions. Et c'est finalement souvent un signe, les tremblements de terre, c'est un signe pour un pays d'être, comment dire, favorable pour la géothermie. C'est les tremblements de terre. Donc, quand vous regardez des pays comme la Turquie, ou l'Ouest américain, les Philippines, ou l'Indonésie, ce sont des pays de tremblements de terre. La France n'est pas un pays de tremblements de terre, donc c'est un pays où le magma et la croûte terrestre est relativement stable et étanche, et donc vous n'avez pas de problème de remontée de lave et donc pas de géothermie. Il y a des projets géothermiques en France. Les problèmes qu'on a en général avec les projets en France, c'est que, alors c'est moins vrai maintenant, mais vous savez, en France, quand vous êtes une PME innovante et que vous avez en face de vous un grand groupe étranger, les clients français ne sont pas les premiers à vous choisir vous contre le fournisseur étranger. Je suis désolé de le dire, mais on a parfois avec les grands groupes français quelques difficultés. Alors pas tous, mais on a quelques difficultés à faire valoir nos technologies parce qu'il y a peut-être une tradition de travailler avec les grands groupes et pas avec des PME. Ce qui est en partie compréhensible. Il y a un projet en Auvergne aujourd'hui et quelques projets en Alsace géothermiques, mais qui ne sont pas développés par nous, mais on a des bonnes relations avec les développeurs. On espère que le fait de les aider aujourd'hui à concevoir leur centrale leur permettra un jour de nous passer des commandes. Qui est l'investisseur majoritaire? C'est quelqu'un qui c'est un individuel qui a une certaine fortune et qui a peut-être un tiers ou un quart des BSA et qui est assez coutumier de ce genre d'opération, pas spécialement avec Enertime. Et pour cette opération, nous avons travaillé avec quelqu'un avec qui on a l'habitude de travailler, qui est celui d'ailleurs qui nous a apporté les Odirnan. Je sais pas, comment dire, je pense que dans ces domaines-là, il y a des gens qui en font, qui prennent des risques avec les sociétés, mais qui effectivement peut-être gagnent un peu plus d'argent le jour où, quand ces risques les amènent à obtenir des BSA de ce type-là. Voilà. Mais je ne vous donnerai pas son nom parce que je n'ai pas le droit de le faire, mais il n'y a rien de caché. Et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas avant l'opération. Voilà. Avez-vous des idées de communication pour faire connaître Enertime au plus grand? Eh bien, c'est par exemple de gagner des concours l'Europe. Là, vous verrez peut-être aux informations régionales de l'Île-de-France vendredi, puisque je suis invité au siège de la région Île-de-France à Saint-Ouen pour parler de nos pompes à chaleur à Madame Pécresse et à Monsieur Picard, qui est donc le patron de Solar Impulse, Bertrand Picard. Voilà. Nos technologies sont, des technologies très B2B et donc un peu difficiles parfois à expliquer aux gens. Quand nous aurons un peu plus d'argent, je pense que nous essaierons de faire des films explicatifs un peu plus parlants. En ce moment, on essaye de concentrer notre argent pour
pour avancer sur des sujets techniques et délivrer nos affaires. Mais je pense qu'un de ces jours, nous ferons quelque chose d'un peu plus visible. Mais le problème, c'est que les clients d'Enertan nous connaissent, enfin, nos clients nous connaissent. Hein, c'est pas, le grand public ne nous connaît peut-être pas, mais nos clients nous connaissent. Et nos clients, finalement, on n'a pas trop besoin de leur expliquer l'intérêt des ORC. Les cimentiers, les verriers, les aciéries, ils savent que les ORC, c'est pertinent. Les incinérateurs, bien sûr. Bon, maintenant, petit à petit, nous gagnons des points, nous bâtissons notre réputation, nos références, pierre par pierre. L'industrie, ça ne se fait pas en quelques années. C'est un travail de longue haleine et je reconnais que parfois ça peut paraître assez frustrant quand on est investisseur de voir le temps qui est mis, mais vous savez, quand vous regardez l'histoire des sociétés industrielles en général, vous verrez que la majorité des sociétés industrielles, même au début du XXe siècle, ont mis des années et des années avant d'atteindre une certaine taille, où elles ont commencé vraiment à devenir autre chose que des petites PME. Alors, est-ce qu'on fait face à des problèmes de recrutement? Moins maintenant. Il y a une détente très nette sur le marché, les gens bougent plus. On a augmenté les salaires assez significativement. Entre 2023 et 2024, on va donner en moyenne de l'ordre de 4,5%, ce qui est significatif et ce qui nous permet aussi de retrouver voilà, une attractivité sur le marché aussi qu'on avait peut-être un peu perdu. Le Mexique, bon, il y a une certaine lenteur dans les décisions mexicaines que je ne saurais pas interpréter, mais qui est peut-être culturel. Hein. Je ne dis pas que le Mexique est lent. Par certains côtés, le Mexique est très dynamique, mais je pense que dans le domaine de l'énergie, qui est la CFE, qui est une société d'État, bon, ils prennent un peu de temps, et donc ce temps, on n'a peut-être pas la même notion du temps, nous, Enerten, que la CFE. Le taux de parité remonte-t-il à 1,1? Alors, je ne sais. Alors, si on parle des BSA, non, je pense que ça ne remontera pas à 1,1. Ça restera au niveau C, et si on faisait des augmentations de capital en dessous de 0,34, les BSA baisseraient de valeur. Alors, comment identifions-nous les projets? Oui, bien sûr, nous sommes une force de proposition. En fait, très simplement, nous allons voir toutes les aciéries, toutes les verreries, toutes les cimenteries, et nous leur proposons nos services. Et après, certaines sont très intéressées à acheter nos équipements, mais assez peu. La majorité des sociétés nous demandent de financer la machine. Et donc après, il faut trouver... alors, on commence à être très à l'aise en France. On a une écoute de Bercy, la DGE, de la DGEC, de l'ADEME, Alliance Alice, la FEDEN, je veux dire, les parties prenantes de l'énergie en France nous écoutent, s'intéressent à nous. Engie, donc, qui était avec la région Île-de-France, vient de nous sélectionner. On est très force de proposition sur la France. Nos pompes chaleur, pareil, on est en train d'essayer de signer les premiers contrats commerciaux après les 2 contrats avec l'Europe qui vont nous permettre de développer la technologie. Mais actuellement, il y a une forte implication de nos équipes et on fait des choix. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas courir trop le lièvre pour essayer de rester, comment dire, focus. Parce qu'il faut savoir, c'est que chaque fois qu'on fait une offre à un client, il y a une étude sérieuse à faire. Et notre directeur technique est essentiellement un directeur technique avant-vente. C'est-à-dire,
il identifie si l'usine et le projet ont du sens économiquement. Et aujourd'hui, nous sommes assez sélectifs. Mais en fait, l'identification, en gros, c'est simple. Hein, c'est est-ce que l'usine fonctionne toute l'année, 24 heures sur 24? Est-ce qu'il y a beaucoup de chaleur à récupérer? Est-ce que la chaleur est à haute température? Et est-ce que ça coûte cher d'aller récupérer la chaleur? Et puis au final, aujourd'hui, quasiment les projets en dessous, quand on a à financer l'ensemble de la récupération de chaleur, quand les projets ont moins de 2 MW, on s'y intéresse de moins en moins. Quand c'est des projets où il y a juste l'ORC à fournir, par exemple sur un incinérateur, là on descend à 1 MW ou même un peu en dessous. Mais quand ce sont des projets qui sont, je dirais, clés en main, toute l'installation, dans une verrie, une cimenterie, on essaye de travailler sur 2, 3, et même plus 4, et même parfois 10 MW. On a aujourd'hui des projets sur lesquels on travaille et qui sont très gros. Alors après, on s'intéresse à certains pays, bon, la France en priorité, puis après d'autres pays, on essaye de partir à l'international. On ne peut pas aller partout, et donc il y a des pays sur lesquels on ne travaille pas, mais beaucoup de pays où on ne travaille pas pour aujourd'hui, mais dans l'avenir, on ne s'interdit pas d'aller partout. Alors, quel chiffre d'affaires approximatif? Je pense que vous avez quelques chiffres. On vise 15 à 20 millions d'euros de prise de commande cette année. Alors, vous savez, le problème, c'est que si on signe un contrat de 20 millions, c'est bon, les 20 millions, ils sont faits. Si on signe que des contrats de 3 ou 4 millions, peut-être que c'est plus dur. Voilà. Mais je pense que dans les années futures, on devrait, dans les prochaines années, multiplier notre chiffre d'affaires par un facteur assez significatif pour atteindre des altitudes de croisière à, je ne saurais pas vous dire, et je ne saurais pas vous dire quand, ou en tout cas si je le dis, vous risqueriez de revenir me voir dans 3 ans en me disant que j'avais dit quelque chose qui n'était pas vrai. Je pense qu'on atteindra assez rapidement les 30-40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans X années. Voilà. Mais vous dire exactement quand, c'est un peu compliqué. Mais au rythme où nous allons, on passe de S1 2022 à S1 2023, on a quasiment multiplié par 2. S2 2023, ça sera moins bien, mais au global, sur l'année, on fera quand même un bon facteur multiplicateur, etc., etc. Je pense que raisonnablement, si on peut multiplier par 2 le chiffre d'affaires chaque année, ce sera un succès. Voilà. Alors, est-ce que les grands groupes n'auraient pas intérêt à monter au capital? Non, les grands groupes ne s'intéressent absolument pas à rentrer au capital d'entreprises comme Enertech. Les grands groupes ont d'autres intérêts qui ne sont pas alignés avec les nôtres. Enfin, ils ont intérêt à acheter notre technologie, ce n'est pas un problème, mais ils n'ont pas vraiment intérêt à mettre de l'argent dans Enertime. Et on n'a jamais réussi à convaincre un grand groupe français de s'intéresser à nous, et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu totalement illusoire d'essayer de... Mais bon, je pense pas qu'à l'époque, Air Liquide ou Télémécanique ou des petites ou Peugeot, les grands groupes de l'époque mettaient de l'argent dedans, hein, je ne suis pas sûr. Et donc je pense que historiquement, l'industrie est plus portée par des investisseurs, et en particulier des particuliers, et la bourse, que par des grands groupes. Alors GRT Gaz, oui, GRT Gaz vend vraiment son électricité à Villiers-le-Bel, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, les prix de l'électricité ayant beaucoup augmenté, les projets sont plus rentables. Alors entre l'offre et la mise en service, combien de temps? Oui, bien sûr, il y a un temps important. Disons, entre une offre et la signature d'un contrat, il se passe quand même assez facilement 1 an et demi, 2 ans. Et après, réaliser le contrat, ça peut être encore 1 an et demi. Donc, on peut aller entre l'offre et la mise en service 3 ans, 3 ans et demi.
bien sûr. Bien sûr, mais ça, quelle que soit l'installation industrielle que vous vendiez, c'est le temps nécessaire. Après, la question, c'est est-ce qu'il y a des solutions pour raccourcir ces durées? Non, il n'y a pas vraiment de solution. Alors, en finançant nous-mêmes les machines, on simplifie quand même le choix pour l'industriel et on va beaucoup plus vite pour aller trouver les projets rentables. Ça, c'est un grand plus de cette approche-là. Alors, on a été lauréat d'un prix avec Total, effectivement. On a été consulté sur des avant-projets pour mettre des ERC sur des plateformes d'exploitation de champs de gaz. Voilà. Comment dire? Je pense que des acteurs comme Total et les autres pétroliers sont encore assez peu préoccupés par ces sujets-là. Bon, je pense que ça viendra, hein, mais bon, après, il y a un mouvement de fait vers nous, mais je pense que ça restera quand même pas. Enfin, nos meilleurs clients vont rester les industriels qui ont des usines sur le territoire européen et pas des plateformes de gaz, d'extraction de gaz à l'autre bout de la Terre. C'est pas. Ça permet d'éviter de consommer du gaz, mais éviter de consommer du gaz ne semble pas être une priorité numéro 1 pour les équipes qui s'occupent de l'extraction du gaz. Mais bon, ça peut venir. Hein. Je pense qu'il y a les mentalités changent et bien peut-être que dans quelques années on verra ça. Alors, par contre, on s'intéresse beaucoup aux stations de compression de gaz, mais qui sont en général pas gérées par les pétroliers et qui sont plutôt gérées par des gens comme GRT Gaz. Et là, il y a beaucoup de chaleur à récupérer. Alors, compresseur volumétrique hydrogène. Effectivement, il y a une estimation du business. On pense qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de sites à installer dans les X années qui viennent. Et on pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution fiable sur le marché, enfin qu'il y a de la place. Après, justement, quand on dit pourquoi ne pas simplement valoriser l'IP, c'est un peu mon message, c'est de dire que nous allons valoriser ça dans une structure qui ne va pas prendre d'énergie ou pas prendre de finances comment dire, qui ne va pas consommer les moyens, les équipes d'Enertime ni le capital d'Enertime. Alors, Boostit, non, Boostit, oui, c'est une société qui a eu quelques difficultés, qui est plus dans la compression thermique, qui était dans la compression thermique. Ils ont des compétences en compresseur qui sont intéressantes. Aujourd'hui, on ne les a pas identifiés comme des concurrents. Alors, la Vendée, un bon choix pour votre établissement secondaire. Alors, soyons clairs, la raison pour laquelle on s'est installé en Vendée, c'est qu'on y a trouvé des compétences. En fait, et aussi parce qu'il y a un écosystème en Vendée qui semble favorable à l'industrie, et donc on pense qu'on peut se faire aider par la région Vendée à se développer en Vendée. Après, la vraie raison est quand même qu'il y avait là-bas des gens qui connaissaient les problématiques liées aux turbines et à l'ailetage des turbines, et que c'est à cause de ça qu'on est allé s'installer là-bas, puisque, en fait, ces gens-là voulaient rester là-bas. Donc voilà, c'est une raison. Dans un monde où les compétences deviennent de plus en plus rares, il était nécessaire qu'on se rapproche de gens qui avaient les compétences. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on en fera quelque chose de grand ou de petit, je ne sais pas. Enfin, où ça restera petit, je ne sais pas. Mais c'est pas inintéressant d'avoir une usine en province pour un certain nombre d'activités. Et par contre, notre objectif, c'est quand même aussi de créer une usine en Île-de-France. Enfin, on a déjà une usine, et d'essayer d'agrandir cette usine en Île-de-France. C'est deux choses un peu différentes. La Vendée, c'est le problème des fabrications des rotors
de nos turbines. On passe à des technologies, en particulier avec Stolect, haute température de turbines et de compresseurs axiaux LT, qui nécessitent des compétences qu'on est allé chercher. Voilà. Ainsi que certains de nos ORC, et peut-être à terme toutes nos turbines ORC, seront des turbines avec des ailettes rapportées, et pas des turbines avec des roues taillées dans la masse. Voilà. Eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a plus de questions. Je tenais à vous dire que je vous remercie du temps que vous avez passé avec moi. Je vous remercie de votre écoute. Je vous confirme que l'environnement depuis un an est difficile pour toutes les sociétés, quelles qu'elles soient, que dans ce contexte-là, Enertime a des produits, une approche, des systèmes qui sont considérés de plus en plus comme extrêmement pertinents pour la décarbonation de l'industrie mondiale. Et donc, je suis très confiant sur l'avenir d'Enertime et je continuerai à mener Enertime à bon port. J'ai un certain âge maintenant, vous avez dû vous en rendre compte. Ça ne m'empêchera pas pour l'instant, et dans les 5-10 ans qui viennent, je serai encore là, mais il arrivera un moment, bien évidemment aussi, où il faudra que Enertime devienne plus grande, mieux financée, et je souhaite que tous mes actionnaires en bénéficient, profitent de ça, et mon objectif numéro 1, et je vous le confirme, et je pense être vraiment sincère en disant ça, c'est qu'Enertime réussisse et pas des opérations financières qui feraient gagner de l'argent à quelques-uns. Ça n'a jamais été ma façon de voir les choses et ça ne le sera pas. Maintenant, la finance est un art que je maîtrise peut-être pas à 100% et qui, dans certains cas, a des conséquences qui ne paraissent pas si, ni si graves, ni si louches, ni même pas du tout anormal, mais qui peuvent un peu surprendre. Mais bon, je pense qu'il faut être transparent avec vous et je resterai transparent et je ne pense pas avoir quoi que ce soit à avouer sur quoi que ce soit qui aurait pu se passer. Voilà. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Et puis, je pense que dans les prochains mois, les choses évolueront positivement pour la société et je suis sûr que vous serez là pour m'aider. Merci. Bonne soirée. La prochaine, oui, le prochain webinaire dans peut-être 3 mois. Voilà. À bientôt.